Bonsoir et bienvenue à Cinescope. Eh bien, s'il existe une trajectoire exemplaire et dynamique dans le cinéma français, c'est bien celle de notre invité de ce soir, qui va des belles garces canailles et aguicheuses de la nouvelle vague jusqu'aux derniers événements qui s'appelaient Gwendoline, Canicule, bref, des rôles de composition flamboyants. Bernadette Lafont est parmi nous et c'est une grande joie de la recevoir pour fêter avec elle, en quelque sorte, ses noces d'argent sur pellicule. Bernadette Lafont, bonsoir et merci d'être à Liège. Je suis ravie. Chère Bernadette, j'ai eu très souvent le plaisir de vous rencontrer durant toutes ces années. Et il y a une chose qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours épaté aussi, c'est cette espèce de dynamisme, de punch que vous manifestez en toutes circonstances. Et la première qualité, si l'on peut dire, de votre caractère, c'est peut-être d'être une fonceuse. Oui, je n'ai pas de recette particulière à donner pour ça, mais je crois que c'est parce que j'aime beaucoup la vie. Et donc, ça se sent, quoi. Il y a la volonté de ne pas se fixer. Oui, absolument, oui, de se déplacer, parce que c'est très difficile quand on est comme ça, devenu très jeune, une vedette de cinéma, et d'avoir donc joué des rôles typés comme ça, qui ont plu, qui ont amusé les gens, de ne pas se laisser enfermer dans ce même type de rôle, parce qu'il y a une sorte de contradiction entre le métier d'acteur, de comédien, et celui de vedette, parce que la vedette, on ne veut pas qu'elle se déplace, on voudrait toujours la voir la même, comme ça, indéfiniment, alors que justement l'acteur doit pouvoir jouer quelque chose et on ne le reconnaît pas, c'est ça la surprise. Justement, dans le livre de souvenirs que vous avez publié il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelle « La fiancée du cinéma », j'ai relevé une phrase qui est très jolie, vous dites ceci: « Je n'aime pas le cinéma qui ronronne comme un chat nourri aux farines. Je préfère arpenter en talons hauts et blousons de cuir les avenues sombres où se croisent les vrais artisans de la pellicule. » Oui, c'est une très jolie phrase, ça. Absolument. Il y a là une grande ferveur envers les jeunes réalisateurs, car j'ai fait le compte, il y a 21 parmi vos films qui sont des premiers films de réalisateurs. C'est vrai, oui, oui, c'est beaucoup. J'ai commencé comme ça. Mon premier film était aussi le premier film de Truffaut. Mon second film était le premier film de Chabrol. Mon troisième ou quatrième était le premier film de Doniol Valcroze. Et même dans les années 70, ça a continué. Absolument, oui, oui, bien sûr. J'ai fait le premier film de Zucca, le premier film de Luc Béraud. Oui, et puis d'Aubier, de Bral, enfin il y en a toute une série, oui, oui. Vraiment impressionnante. Il y a toute une série. Alors il y a une deuxième phrase qui m'a fait beaucoup rire dans le livre en question, et là je vous la soumets également pour voir si vous la cautionnez toujours, c'est ceci: « Je ne suis pas une vampe, le sexe symbole c'est râpé. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est François Truffaut en me disant « Bernadette Lafont ne fait pas penser à Jeanne Moreau ni à Garbeau, mais à Michel Simon. » Ah oui, ça c'était dans un portrait que j'avais eu pour la télévision dans les années 67, où effectivement il y avait des jolies choses d'ailleurs, parce que j'avais des interviews avec Mandiargue, avec Truffaut, avec Malaval. Le peintre et Truffaut avait dit ça, il avait dit que je le faisais penser à Michel Simon dans Boudu. Et d'ailleurs, un de mes rêves, ça aurait été de tourner un film avec Simon. J'aurais aimé qu'il soit mon père et qu'on ait toute une série d'aventures baroques comme ça. Donc le goût de la caricature, de la parodie, oui. Pousser à fond un personnage sans qu'il soit mythologique, disons. Oui, disons ça, mais en même temps, on n'échappe pas au mythe. Et puis à partir du moment où c'est impressionné sur la pellicule, il y a toujours des gens pour fantasmer avec, et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, ce goût de la dérision se retrouve dans le dernier film de vous qu'on a vu en Belgique, qui s'appelle Gwendoline. Oui. Et alors là, c'est un rôle de dessin animé. Ah oui, absolument. J'ai été séduite par ce film, justement, parce qu'il me faisait penser au cartoon de Walt Disney, Blanche-Neige à la méchante reine. C'est ça, la reine vipérine, extrêmement dure et brutale. Pas de rival, etc. Et drôle en même temps, d'ailleurs. Forcément, parce que tellement poussée qu'elle en devient dérisoire et ridicule. Gwendoline, c'était au départ une bande dessinée dans les années 40 de John Willy, mais qui était une bande érotique. C'est plus tout à fait ça à l'arrivée. Non, non, c'est plus du tout ça. À l'arrivée, ça fait penser à une aventure de Jules Verne. Oui, et un peu Bécassine au pays de l'Éros quand même. Non? Ça aussi, oui, oui, il y a tout ça aussi. C'est un film qui a beaucoup de fraîcheur et qui est qui est vraiment pour tout public, nous dirons. Bien que Juste Jekyll soit quand même l'auteur des manuels, de l'histoire d'eau et de quelques autres. Voilà, voilà, il est d'ailleurs à son grand dam toujours un petit peu collé avec ces étiquettes-là. Et alors il y a des décors absolument fabuleux, notamment dans la séquence que nous allons voir. C'était tourné où en fait? Eh bien les extérieurs ont été tournés, pour moi c'était très émouvant d'être là-bas. C'était au Beau-de-Provence, dans les cavernes du Val d'Enfer, qui sont des anciennes carrières romaines de calcaire, d'où on a extrait les pierres du Pont du Gard, des arènes de Nîmes, etc. Et où Cocteau avait tourné le Testament d'Orphée.
Et les intérieurs ont été tournés à Boulogne, les intérieurs de ce royaume de Picao. C'est ça. Et ce Picao, c'est donc le pays des Amazones, pour simplifier les choses. Voilà. Et dans ce pays des Amazones, dans la séquence que nous allons voir, un mâle est une proie tellement rare qu'il y aura des femmes gladiateurs qui vont se disputer ce morceau de choix. Ça, et c'est la séquence que nous allons voir. Après, elles ont le droit de le consommer. Ah oui, c'est incroyable. Oui, c'est très amusant de tourner un film comme cela. Oui, il faisait un peu chaud sous les costumes. Hein. On était en plein mois d'août avec les projecteurs. Bien que le décolleté, quand même. Le décolleté, oui, était très avantageux, nous dirons. Voilà. Eh bien, abandonnons le pays des Amazones pour les Cévennes, puisque c'est là que vous êtes né, je crois. Oui, je suis née à Nîmes, qui est là, enfin pas tout à fait les Cévennes, qui est le Gard, mais mes attaches familiales sont effectivement dans les Cévennes. Oui. Alors, il y a une devinette très amusante pour les téléspectateurs. Quel est le point commun entre Bernadette Lafont et Alain Resnais, Claude Chabrol, Louis Jouvet et Jean-Louis Barrault? Et Jacques Rivette. Et Jacques Rivette. Alors, vous répondez? Enfant de pharmacien. Voilà, c'est une espèce de tradition des... Il y a une jolie chanson de Charles Trenet qui dit « Allez pharmacien, allez pharmacie, allez pharmacie ». Oui, oui. Donc, être enfant de pharmacien semble prédisposé à au spectacle, à la comédie, à la mise en scène, peut-être. Oui, Leslie Caron est aussi fille de pharmacien. Décidément, il y aurait une thèse à écrire à ce sujet. Ça. Alors, une famille protestante, mais une éducation toute baignée de soleil, j'imagine. Oui, bien sûr, dans un pays merveilleux. C'est cela. Et une enfance, comme vous dites dans votre livre, à écouter le patois ricocher sur les murs. Oui, aussi, oui, on parlait, dans les Cévennes, on parlait patois quand j'étais petite. Et vous aviez l'accent, j'imagine, à cette époque. Oui, je l'ai toujours un peu. Dès que je retourne là-bas, je passe Valence, même au téléphone avec ma mère ou des gens de là-bas, je le reprends. Volontiers. Oui, c'est un peu le cas de Trintignant aussi, d'ailleurs, je crois. Oui, Kenny, moi aussi. Il a fait remarquer aussi, quand il est passé à l'émission, que cet accent revenait dès qu'il se retrouvait dans sa terre natale. Et oui, parce que c'est comme un rythme comme ça, et pour vraiment bien communiquer et être dans le bain, c'est comme une musique, il faut prendre les accents, les notes. Alors, fiançailles prématurées, on peut le dire, à 16 ans et demi, avec Gérard Blain. Voilà. Comment ça s'est passé ? Eh bien, moi, je venais de passer ma première partie de Bachot. J'avais réussi et donc j'avais la permission de ma mère de me promener sur le boulevard Victor Hugo, qui est un boulevard à Nîmes qui va des arènes au jardin de la Fontaine, comme ça, qui fait environ un bon kilomètre de long. Et donc je me promenais sur ce boulevard parce qu'il y avait une tradition qui faisait que les filles et les garçons montaient le boulevard bras dessus bras dessous en se croisant, en se regardant, en gloussant et en se parlant pas forcément. Oui, voilà, mais de loin, bande de garçons et de filles, ça c'est très méridional. Et il y avait tout un remue-ménage aux arènes de Nîmes parce qu'il y avait une troupe de théâtre qui était là, qui avait débarqué et qui répétait Jules César, donc de Shakespeare, adapté et monté par Raymond Hermantier. Dans cette troupe, il y avait Jean-Louis Trintignant, justement, Gérard Blain, Colette Dacheville, qui était la femme de Jean-Louis Trintignant et qui est donc Stéphane Audran maintenant. Oui. Gérard Lebovici. Lebovici était acteur à ce moment-là. Maurice Pialat aussi. Ah bah. Toute une bande de gens qui sont après devenus tous très célèbres dans des branches différentes, mais en fait tous quand même dans le spectacle. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Gérard Blain. Et pourquoi lui spécialement ? Mais je crois que c'est d'abord lui qui m'a remarqué et qui s'est approché de la petite bande de jeunes filles dans laquelle j'étais et qui nous a parlé. Il avait une belle voiture décapotable, alors il nous a amené faire des tours dans sa voiture. Enfin, c'était grisant quand même. Donc à 17 ans, vous voilà mariée, descendant sur Paris et continuant des études de danseuse. À Nîmes, on dit montant à Paris. Montant à Paris, voilà, c'est ça. L'inverse. C'est une question de... Exactement, oui, et je faisais de la danse à Nîmes en amateur et j'avais envie de continuer et j'espérais, avec la bénédiction de Gérard, qui ne voulait surtout pas que je fasse de cinéma, pouvoir faire de la danse. Et alors, comment êtes-vous passé de Ciné-Monde au Cahier du cinéma ? Eh bien, parce que donc Gérard, qui était comédien à l'époque, venait de jouer un film de Julien Duvivier avec Jean Gabin, Daniel Delorme, qui s'appelait Voici le temps des assassins, qui était un des derniers films de Duvivier d'ailleurs. Très beau rôle de Gérard. Très beau rôle, il avait un rôle magnifique. Et Truffaut, qui était à l'époque critique virulent à Art, qui était un journal très coté, où il tenait la rubrique du cinéma. Et les gens avaient toujours très peur quand il sortait un film parce qu'il avait une plume qui pouvait être au vitriol, avait fait une critique formidable sur le jeu de Gérard. Et donc Gérard lui avait téléphoné pour le remercier, ils avaient sympathisé au téléphone et puis ils se sont rencontrés, ils se sont plu et donc moi j'accompagnais Gérard. Et on s'est retrouvés comme ça dans le temple des Cahiers du cinéma où
Truffaut retrouvait ses amis qui étaient tous critiques. Et qu'on n'appelait pas encore la nouvelle vague, puisque c'était les préludes. Oui. Personne n'avait tourné. Peut-être que Rohmer avait fait un ou deux courts-métrages comme ça. Rivette avait peut-être fait quelque chose pas encore, aussi. il n'avait pas fait Le Goût du berger. Ah bon, c'était vraiment au tout début. C'est ça, c'était les tout débuts. Alors racontez-nous un peu, vous qui avez été l'égérie, comme on dit, de la nouvelle vague, comment tout ça s'est déclenché. Tout le monde allait beaucoup au cinéma. On faisait une cure de cinéma, c'est-à-dire on allait au cinéma 3 fois par jour. On allait voir évidemment les films américains qui étaient les films d'Hitchcock, les films de Nicolas Ray, en fait tous les films américains. Et puis on allait voir aussi les films français, les films de Renoir à la Cinémathèque. On aimait beaucoup ça. Et puis tout le monde parlait de ça et tout. Ils voulaient tous faire des films. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Tout le monde allait prendre une caméra et faire des films. Et ils ont fait ça. D'ailleurs, un an après. On a planté la caméra des Mistons à Nîmes. Et les Mistons, c'est votre premier film qui est le premier court-métrage de François Truffaut. Voilà, c'est ça, le premier film. Vous apparissiez sur une bicyclette. Voilà, parce que Truffaut était tombé amoureux de ces paysages nîmois et sévenols quand il était venu nous rendre visite dans le Gard. C'était Jean Malige qui a été l'opérateur. Et Gérard n'était pas très d'accord. Ah, Gérard ne voulait pas que je tourne, mais enfin, ils se disent, c'est des copains, c'est des amateurs, ça sortira jamais, ça reste. C'était un petit peu comme si on faisait un film en Super 8, quoi. Ils ne savaient pas que ça allait prendre ces proportions-là. Et alors, la même année 57, c'est l'opus 1 de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire Le Beau Serge, où vous retrouvez Gérard et un nouveau venu, c'est-à-dire Brialy. Voilà, parce que Brialy faisait partie de cette bande des Cahiers du cinéma. Il était d'ailleurs un personnage très actif. Il faisait communiquer les gens, il présentait, il était comme il est toujours maintenant, c'est-à-dire une sorte de public relation extraordinaire, qui adore mettre les gens en contact les uns avec les autres, et il l'était déjà. Donc c'était une sorte de lien comme ça entre tous ces garçons cinéphiles, mais peut-être un petit peu intellectuels, un petit peu penchés dans leur truc, alors que lui faisait l'élément vivant, l'élément acteur, comme ça, il faisait ça formidablement bien. Et Chabrol, à l'époque, était le plus installé, finalement, du groupe. Il était marié, il avait de l'argent, puisqu'il a mis l'héritage de sa femme dans le film. C'est ça, exactement. Oui. Et je crois que les Mistons ont été produits par l'héritage d'une grand-mère, d'un camarade qui était assistant d'ailleurs, qui s'appelait Robert Lachenay, qui a, comme ça, mis l'héritage de sa grand-mère pour faire les Mistons. Donc vous voilà pas sur le plateau, puisque tout se tournait en décor naturel, dans la Creuse, je crois. Pour le Beau Serge, oui, pour de la Creuse, qui était le pays d'origine, le pays de famille de Claude Chabrol. On a tourné dans sa maison de famille, avec ses copains d'enfance. Et contrairement à Gérard et à Brialy, vous n'aviez jamais fait d'art dramatique. Jamais, j'avais jamais suivi de cours. J'avais fait des cours de danse. J'avais une petite expérience de scène, comme ça, surtout de fêtes de charité, et de fêtes d'école, de patronage avec... mes morceaux qui étaient La mort du cygne et La danse du sabre et des choses comme ça, mais j'avais jamais joué. Pas à jouer une petite paysanne non, pas vraiment. Aguicheuse et allumeuse comme non, pas du tout, c'était tout à fait nouveau pour moi, mais j'en rêvais, je rêvais de faire du cinéma, ça je dois dire. Oui, au fond, votre jeu à l'époque était basé uniquement sur l'instinct. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. L'avantage, évidemment, c'est d'éviter tous les artifices, tous les trucs que certains comédiens ou comédiennes emploient de façon un peu systématique. Mais je crois que ça allait avec ce cinéma-là aussi, c'était des gens qui n'avaient jamais tourné. Avant, pour faire un film, il fallait passer par une sorte de filière. On commençait par être assistant stagiaire, et puis deuxième assistant, puis premier, et puis réalisateur. Après des années d'apprentissage. Alors, donc, moi, j'avais pas pris de cours, mais eux non plus. Est-ce que cette sincérité, justement, n'a pas été la marque de fabrique au départ de la Nouvelle Vague? Je veux dire, c'est un ton nouveau dans le cinéma français. Probablement, la preuve, ça a vraiment tellement marqué le cinéma, même on peut dire mondial. Ça a été une sorte de renouveau du cinéma, c'est sûr. Alors, vous allez tourner 3 autres films en 2 ans avec Chabrol, mais alors il y a très curieusement un film que vous avez failli tourner, c'est À bout de souffle. Oui, À bout de souffle, il y a une anecdote amusante, c'est que donc Godard, qui avait une passion pour Gene Seberg, avait basé toute l'histoire d'À bout de souffle sur le couple, le tandem Seberg-Belmondo. Belmondo, il avait déjà fait jouer dans des courts-métrages, plusieurs courts-métrages avant. Et il avait des problèmes avec les Américains parce qu'elle était sous contrat avec Preminger. Et un jour, Godard débarque avec son Provence, avec 4 pages froissées sous le bras. Il vient me voir, il me dit, voilà, je crois que je ne vais pas pouvoir avoir Gene Seberg pour mon film À bout de souffle. Donc je ne peux pas imaginer Belmondo avec une autre fille que lui, alors je vais tout changer et je vais peut-être le faire avec Aznavour et vous. Aznavour à cette époque-là avait eu un petit peu les projecteurs sur lui parce que c'était déjà un chanteur connu, parce qu'il avait fait La tête contre les murs, un film de Mocky où il était assez étonnant. Et puis en fait il a fait quelques temps après Tirer sur le pianiste avec Truffaut. Et puis alors dans les années 60, la vague se retire, mais n'empêche que vous ne restez pas sur le sable.
un peu commercial de votre carrière. Je veux dire Corbert, Molinaro, Lautner, c'est plus du tout la nouvelle vague, là. Oui, parce que là, j'ai eu une coupure un petit peu, enfin, assez longue, parce que moi, je me suis arrêtée de tourner, puisque j'ai donc, je me suis séparée d'avec Gérard, je me suis remariée, j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Oh là. Je suis partie à la campagne, alors le temps a un petit peu passé. Les gens disaient un enfant c'est merveilleux, 2, 3, mais elle ne veut plus faire ce métier. Donc d'autres filles sont arrivées, d'autres ont joué des rôles que j'aurais pu jouer. Donc je me suis un petit peu écartée comme ça de ce métier. Et après j'ai suis revenue avec des rôles moins importants, des rôles secondaires. Mais disons que là j'ai appris aussi, j'ai appris sur le tas, parce qu'au départ... comme vous disiez tout à l'heure, je ne jouais pas vraiment. Je savais pas où était la caméra. Je veux dire, c'était vraiment comme des films de famille. J'avais envie, mais je savais pas. Là, j'ai appris avec ces choses-là, effectivement, ces rôles plus secondaires. Oui. Et c'est votre second démarrage en 1969 avec La fiancée du pirate. Voilà, c'est ça, exactement. Film capital dans votre carrière. Oui, bien sûr. C'est donc un personnage de sauvageonne qui a décidé de se venger d'un village qui a en quelque sorte repoussé sa mère. Oui, qui a tué sa mère. Qui a tué oui, sa et mère, puis son bouc, enfin son animal préféré. Oui, la sorcière, oui, toujours. Voilà, c'est tout un petit mélange comme ça. C'est un personnage qui était merveilleusement fabriqué par Nelly Kaplan, donc qu'il a créé, qu'il a écrit à partir effectivement de La sorcière de Michelet, de quantité de... Enfin, c'est beaucoup inspiré de ça pour le faire, et puis de tout son background surréaliste et son côté conteuse. Et puis vous aviez mis peut-être vos propres révoltes d'une certaine manière dans le personnage également. C'était ce côté subversif finalement qu'on retrouve chez vous. Disons que moi, quand je joue un personnage, même s'il est odieux, comme par exemple peut l'être odieux cette reine qu'on a vue tout à l'heure de Gwendoline, je veux dire, j'essaye pas de le freiner, de le ralentir, de le ramener à moi, de l'humaniser, en fait, de le juger, si vous voulez. Je le joue complètement. Et donc, en général, ça passe bien et les gens ont tendance à identifier un petit peu ce qu'on est dans la vie avec un rôle qui marque. Hein. Ça, c'est effectivement vrai. Et puis 15 ans après Les Mistons, ce sont les retrouvailles avec François Truffaut pour son 12e film, Une belle fille comme moi. Ah oui, qui reste mon meilleur souvenir de tournage, absolument. Donc c'est un roman de série noire mais comique. Oui, c'est ça, qu'il a adapté merveilleusement avec Dabadi, qui a trouvé une espèce d'argot comme ça, équivalent de l'argot américain, très imagé, très drôle. En plus, on l'a tourné dans le Midi, on l'a tourné à Béziers. Donc c'était aussi un petit peu les retrouvailles avec le Sud. C'est un film que Truffaut jugeait absolument impossible de tourner si vous n'aviez pas donné votre accord. Il a vraiment conçu le rôle en fonction de Bernadette Lafont. Disons conçu le rôle, il a trouvé le bouquin pour ça, oui, parce que quand il a vu La fiancée du pirate et aussi Les stances à Sophie de Moshe Mizrahi, que j'ai tourné 1 ou 2 ans après La fiancée, il a eu très envie de faire quelque chose avec moi. Et il avait envie en plus de faire quelque chose de gai et de dynamique parce qu'il sortait des 2 Anglaises et du continent, qui est un film qu'il aime beaucoup, que je trouve merveilleux aussi, mais qui était quand même un film très triste et très dense et très pesant. Et il avait envie de s'amuser, de faire une comédie. Ça, il me disait toujours, voudrais refaire quelque chose avec vous de drôle. Et donc, un jour, il est tombé sur ce bouquin de Farrell, et Such Gorgeous Kid Like Me. Et c'est parti. Il adore les comédiennes, Truffaut. Je veux dire que vraiment, toutes les comédiennes qui sont passées par Cinescope rêvent de jouer un jour avec Truffaut. Ah, je crois que toutes les comédiennes du monde, les comédiens ont envie de tourner avec Truffaut. Et spécialement peut-être les femmes, oui, parce il donne toujours quand même des rôles très merveilleux aux femmes. Oui, en tout cas, vous, votre rôle, c'est celui d'une croqueuse de monsieur. Camille Bliss est une fille d'avant le péché originel. C'est vraiment quelqu'un, il faut que je passe, c'est un bulldozer, c'est une brute. En fait, c'est une vraie brute. Et ça, c'est assez rare aussi qu'une femme ait joué ça. Il y a des personnages de voyous, dans de westerns comme ça, qui sont des brutes et qui... Mais elle, c'est une sorte de petite Attila au féminin. Si on la gêne, elle veut devenir chanteuse, elle veut devenir célèbre. Elle dit que quand elle voit un nom brillant, l'air pour elle, c'est le paradis. Et puis, il ne faut pas qu'on la dérange. Et elle n'a pas le sens du bien ni du mal. Et elle le triomphe. Elle n'est pas punie à la fin. Elle envoie tout le monde. C'est ça qui est complètement amoral. Hein. Alors, pour situer l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est donc un étudiant en sociologie qui étudie les femmes criminelles et qui va en prison trouver cette Camille Bliss. Voilà. Et ils vont évoquer ensemble une série de messieurs qu'elle a rencontrés et qu'elle a véritablement eu sur sa route. Dont elle s'est servie pour arriver à ses fins. Et alors, c'est une galerie d'acteurs excentriques incroyables. Je veux dire, il y a là-dedans Brasseur, il y a là-dedans Léotard, il y a Guy Marchand. Denner, et alors, voilà, celui-là, je l'ai gardé pour la fin, car c'est lui que nous allons voir dans la séquence. Ah oui, alors, le dératiseur catholique vierge. Voilà, Arthur. Voilà, il ne restera pas vierge longtemps, nous allons d'ailleurs nous en rendre compte sur le champ. Après
Et voilà le pauvre André Dussolier dans vos filets. Ah oui, dans les filets de Gaby Bliss. Oui. Avec cette musique hyper romantique de Delru qui vient ponctuer tout ça d'un petit fumet de parodie qui est vraiment délicieux. Oui, oui, les petits barreaux de prison, tout ça. Oui. Et puis c'est une diction tellement non conventionnelle qu'on a rarement vu ça à l'écran, je veux dire. Voilà, exactement. Bien. Ce qui est frappant dans votre filmographie des 15 dernières années, pour prendre une limite, c'est votre volonté d'alterner d'une part des films, je dirais, commerciaux, enfin en tout cas avec des réalisateurs chevronnés ou connus, et puis alors ces premiers films dont nous parlions tout à l'heure, et puis alors des expériences complètement effrayantes. Je pense par exemple à Hot One, un film de 13 heures improvisé. Oui, pratiquement improvisé, parce que tout ce qu'on savait sur Out One, c'était donc... Rivette était partie de l'histoire des 13 de Balzac, dont on sait peu de choses, parce que dans la comédie humaine, il y a comme ça des personnages en filigrane dont on sait qu'ils font partie des 13, Henri de Marsay, Vautrin, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que les 13, et c'est vraiment la société secrète dans toute sa splendeur, on ne sait rien dessus. Donc, quand il a fait Out One, il a été voir certains comédiens, il a dit, voilà... Toi, tu feras partie des 13, toi, tu n'en feras pas partie. Et il donne toujours un prénom à ces personnages. On sait comment on va s'appeler. Mais à part savoir, moi, je savais que je faisais, par exemple, partie des 13 et que je m'appelais Sarah. Bien. À part ça, tout était à faire. Par exemple, je me souviens d'une scène qui est dans la version de 13 heures où Léo, qui ne fait pas partie des 13, venait me voir. Et donc... on devait avoir une explication et Léo et moi étions ravis de tourner ensemble. On a dit à Rivette, nous, il n'y a pas de problème, on va improviser, tu vas voir, ça va être génial. On veut le plus long chargeur, tu nous mets 15 minutes, je ne sais pas si c'était 15 ou 13 minutes. On va être extraordinaire. Et bon, Rivette dit bien. On met le chargeur, on dit moteur et on se regarde comme ça tous les deux. Impossible de rien dire. Pas d'inspiration. Ça se passait dans un très grand studio de danse. Et on était là comme ça, à se regarder dans les yeux, on ne sortait rien. Au bout de, je sais pas, 6 minutes, je crois qu'il m'a dit mais parlez, dites quelque chose. Si vous ne dites rien, je vais craquer. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais craquer aussi. Enfin, bon. Et puis, ça a continué comme ça. Donc, on était très déconfits, très mécontents. Mais dans la version, il est tellement diabolique, il est tellement fort, Rivette, qu'il a utilisé ça à un moment donné, où Léo, dans sa quête, qui vient voir les gens qui font partie des 13 pour savoir, ça donne quelqu'un qui va voir quelqu'un qui sait quelque chose, qui ne veut pas parler, et ça devient une scène de suspense formidable. Oui. Donc ça a été complètement récupéré. Oui, mais qui peut aller voir une version de 13 heures? Je veux dire, moi, j'ai vu la version courte, si je puis dire, de 4 heures. C'était déjà évidemment. Je crois qu'il y a eu une seule projection, parce que c'est une copie de travail qui est très abîmée. Oui. Et je crois qu'il y a dû y avoir une projection ou deux à la Cinémathèque, où quelques vaillantes personnes ont emporté un casse-croûte et peut-être un matelas pneumatique pour se reposer, je ne sais pas. Mais il y a eu très peu de projections de cette copie de travail qui est plus ou moins, je crois, invisible. Oui, et qui finance, je veux dire, ce type d'expérience. Évidemment, je suppose que vous travaillez en copain également, puisque Rivette, Léo, Lonsdal, etc., Bulogier faisait Françoise partie Fabian, de Juliette la nouvelle Berthaud, vague. oui, beaucoup de comédiens étaient dans cette... Oui, c'est une espèce de grande fête collective. C'est des conditions qui sont très peu rémunératrices. Des expériences quand même assez fascinantes pour quelqu'un qui, comme vous, aime des choses nouvelles ou en tout cas des choses difficiles. C'est très intéressant de travailler avec Rivette parce qu'il demande une telle implication. Enfin, il faut apporter, comme on dit dans certains petits cafés, on peut apporter son manger. Je veux dire, là, il faut vraiment apporter tout. Sinon... mais ce n'est pas le travail d'usine, évidemment. Là, Non, c'est un travail spécial, très spécial. Je pense que il commence un petit peu à se sortir de là. Je crois que le dernier film qu'il a fait avec Géraldine Chaplin et Jane Birkin, qui n'est pas encore sorti, est plus élaboré. Je crois qu'il y avait déjà des textes et des dialogues. Ah bon. Et les plus brefs, peut-être aussi. Ça, je ne sais pas. Mais bref, oui, il doit durer 2h30, ce qui est un court-métrage pour Rivette. Mais alors, le plus connu de ces films, soit difficiles, soit expérimentaux, c'est aussi celui que je considère comme le plus beau, c'est La Maman et la Putain de Jean Eustache, qui ne dure que 3h40, si je puis dire, mais qui là aussi est un film d'une grande rigueur. Ah oui, là, tout était écrit. Là, tout était écrit. Il n'y a rien d'improvisé. Ah non, il n'est pas question de changer une virgule, il était draconien. On faisait très peu de prises parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pellicules, et puis que lui pensait que la première devait être la bonne. Et là, d'ailleurs, je suis assez d'accord avec lui pour ça. Michel Simon, par exemple, par contrat, ne tournait qu'une prise. Il ne tournait pas deux.
Je suis aussi, je trouve que c'est juste quand on a bien répété avec la technique, normalement la première doit être la bonne et peut-être une seconde s'il y a un petit pépin comme ça de technique de part ou d'autre. Sinon c'est la première prise qui est la plus... Donc il fallait vraiment, et puis il y avait des grandes tirades, c'était des grands plans, c'était très long. C'était un travail très rigoureux effectivement, avec beaucoup de tension sur le tournage. Et c'est là que commencent aussi pour vous les rôles de composition, car très bizarrement, vous n'êtes pas la putain, vous êtes la maman. Voilà, c'est ça, exactement. C'est comme ça d'ailleurs qu'au moment de Cannes, quand le film est sorti, en voyant que c'était moi qui jouais la maman, on a prononcé le mot d'antistar, c'est-à-dire, oui, qui veut dire peut-être quelqu'un qui sort de son image, disons. Je suppose que le suicide de Stache a dû vous atterrer. Je veux dire, il s'est suicidé il y a 3 ans, il était jeune encore. Oui, c'était un très grand... l'impression de perdre quelqu'un qui aurait pu tellement faire des choses formidables. L'impression, oui, d'une grande perte pour le cinéma. Est-ce que ce ne sont justement pas les conditions de tournage du cinéma actuel qui l'ont conduit à cela? Je veux dire, le désespoir de ne pas pouvoir s'exprimer faute de moyens. Ça, je ne sais pas. C'était quand même quelqu'un qui était très dépressif, qui avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide, qui était mal dans sa peau, qui était comme ça dépressif, qui buvait beaucoup, qui prenait des tranquillisants, enfin qui devait être assez nerveusement amoindri. Je pense pas que c'est parce qu'il pouvait pas tourner, parce que quand même il aurait pu tourner, mais il était profondément caractériel. Ah bon. Il y avait la faille dans le génie. Elle était plus forte que le reste. En tout cas, il vous a fait jouer dans un registre qui n'était pas du tout le vôtre au moment où vous avez tourné ce film-là, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus maintenu, de beaucoup plus rigoureux, moins expansif du midi. C'était absolument, c'était d'ailleurs, je suis arrivée sur le tournage à peu près 48 heures après la fin de La Belle-Fille, c'était la même année. Oui. Et il se faisait du souci beaucoup, il me téléphonait, il me disait, mais comment tu vas être quand tu vas arriver? Après, c'est parce qu'il connaissait l'histoire et tout, il était aussi toujours un peu jaloux qu'on travaillait avec quelqu'un d'autre que lui, enfin il était... il se faisait du souci pour ça, et donc le tournage a été assez dur parce qu'il a fallu faire très vite une renversée complète. Oui, d'un personnage pétulant, vous passez un personnage plus intérieur, plus douloureux et en crise. Vraiment du très grand cinéma. Oh, c'est fabuleux, le texte, c'est vraiment... ah oui, oui, c'est une perle rare, ce film, c'est vrai. Oui, c'est un film qu'on peut revoir plusieurs fois sans se lasser, alors que pourtant il dure près de 4 heures. Oui, mais c'est... Vraiment, il y a une espèce de charme aussi un peu fou, comme ça. Un peu, Et puis ces rapports entre Léo et vous sont assez extraordinaires, je trouve. Il y a une espèce de complicité dans la voix, même dans le ton, dans le vouvoiement aussi. Oui, Eustache était comme ça, et vous voyez toujours ses amies. Enfin, pas toutes, non, mais celle qui lui a inspiré le personnage de Marie que je joue, moi, il la vouvoyait. Avant de passer à des films plus récents, j'aurais voulu qu'on approfondisse un peu plus ce qu'on pourrait appeler, disons, votre art de vivre, en tout cas ce que vous appelez ainsi dans votre livre, où vous écrivez qu'il est basé, cet art de vivre, sur la notion du dosage. Qu'est-ce que vous entendez par là? La notion du dosage, oui, parce que je pense que les choses sont bien équilibrées dans la vie, c'est-à-dire que si on a des mauvais moments, on a aussi des bons moments, et que si c'est justement, c'est comme un ciel, quand il fait beau et puis il fait mauvais après. C'est d'essayer justement d'équilibrer ces moments-là, parce qu'il y a souvent des gens qui ont tendance à vous broyer du noir, à voir tout en noir, c'est-à-dire à se complaire finalement dans l'ennui ou la négativité. Alors, moi, ce que je dis dans cet art du dosage, c'est que de toute façon, comme il y a toujours des choses négatives, c'est Piaf qui disait, si on a 5 minutes dans la journée où on rigole, c'est déjà tellement formidable. Donc, ça veut dire qu'il y a presque 24 heures parce qu'elle était assez pessimiste. Elle avait des ennuis de santé. Enfin, bon, comme moi, j'ai une santé qui est assez bonne, même qui est très bonne, touchons du bois. Donc, je vais dire les ennuis que je peux avoir, qui sont le lot de tout le monde, des ennuis de cœur ou de travail, etc. J'essaye, de l'autre côté, quand il n'y en a pas, de ne pas m'en créer, si vous voulez, mais d'essayer de profiter des moments où il n'y a pas de nuages. Il y a le dosage vie-métier aussi. Oui, absolument, oui, mais c'est lié. Hein. Moi, je pense que son métier, on le tire Enfin, on le tire beaucoup de sa vie. Vous savez, un acteur est à la fois son propre instrument, son propre instrumentiste, et on vit beaucoup en regardant les autres. Un des éléments de ce dosage, c'est aussi de ne pas se laisser bouffer par son métier. Oui, absolument, bien sûr. Donc ça veut dire oui, tout complètement tourné sur la carrière. Il n'y a que ça qui régit tout, mais de pouvoir aussi arrêter et puis prendre le temps d'aller voir les arbres, les fleurs, marcher dans la nature, de parler avec les enfants, de s'occuper de
ses grands-parents, enfin, des choses de la vie, ses amis. En parlant d'enfants, vos filles ont une vingtaine d'années, je crois, Oui. maintenant, et se destinent à la carrière de comédienne également. Oui, oui, elles jouent toutes les deux. Elles jouent toutes les deux. Et vous vivez avec elles ou bien non, plus maintenant. Maintenant, elles ont chacune leur appartement et mon fils aussi m'a quitté aussi. Oui. Sans entrer dans votre vie privée, nous savons que vous avez divorcé avec Gérard Blin, avec aussi votre second mari qui était sculpteur. Et il y a une phrase dans votre livre qui m'a intrigué, vous dites ceci: c'est lourd un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut peut-être dire que je n'ai pas eu de chance et que je n'ai pas, disons, pu en garder un. Parce que j'aurais beaucoup aimé passer ma vie, vieillir à côté de quelqu'un. Disons que j'ai pas... Parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire un métier comme ça, public, avec un certain succès, et puis de réussir aussi sa vie privée avec quelqu'un qui n'est pas dans le métier, en fait, ou qui l'est. En fait, c'est assez difficile. Hein. Et puis, je crois que je suis une victime de mon époque. Les gens qui restent ensemble longtemps, ça devient vraiment des raretés. On voit même des gens qui divorcent après 25 ans de mariage. Oui, bien sûr. Comment ça allait vraiment, les Philémon et Baucis, on va bientôt les mettre comme ça au musée pour les exposer. Hein. De toute manière, à l'époque de ce second divorce, vous revenez à votre premier amour, c'est-à-dire à la danse. Vous avez recommencé à faire de la danse dans les années 70. Oui, absolument. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup aidé à traverser cette période de crise. Le geste, le mouvement, et d'ailleurs j'étais un petit peu en avance parce qu'après il y a eu donc quelques années après l'éclatement de toutes les formules gestuelles, l'aérobique, je ne sais plus quoi encore, c'est plein de noms comme ça. Gym tonique. Oui, toutes ces choses-là, enfin justement traiter l'âme et le cœur et le moral par le mouvement. Ce qui est amusant, c'est que dans la séquence qu'on va voir maintenant, on va vous voir en danseuse. C'est une séquence tirée d'un film qui s'appelle La gueule de l'autre. Enfin, professeur de tango. Professeur de tango, ex-danseuse ratée. Enfin, nous allons d'ailleurs voir Serrault vous agonir d'injures à ce propos. C'est donc un de ces films commerciaux que vous avez tourné en alternance avec les expériences. Oui, parce que le metteur en scène était Pierre Tchernia, que j'aime beaucoup. Oui. Et qui un jour m'a téléphoné en me disant que ça lui ferait plaisir que je joue le professeur de tango. Et puis moi j'ai tout de suite pensé à la robe folle que je pouvais avoir. Et puis également aussi il m'a dit que ma mère serait Lily Fayol, qui est une très... On va la voir d'ailleurs dans la séquence que nous allons voilà, qui est une découvrir chanteuse ensemble. Que j'aime beaucoup. Oui. Et alors, donc c'était très sympathique ce tournage pour moi. Alors l'affrontement avec Serrault, parce qu'au fond vous avez eu des partenaires pas commodes, des gens comme Ustinov, comme Serrault, etc. Ah oui, c'est merveilleux de travailler avec des gens comme ça, qui sont vraiment même quand on ne tourne pas, les voir assis sur une chaise, c'est un régal, parce qu'ils sont tellement... enfin, on pense à eux dans tellement de rôles, et puis ils ont tellement de personnalité que c'est déjà être au cinéma que de voir, par exemple, Serrault entre deux prises qui tient sa serviette devant lui, exactement comme il était dans La cage aux folles. On croirait... qu'il est encore marqué par le personnage, ou voir Ustinov, que je ne peux pas regarder sans penser à Lola Montes quand il présente Mademoiselle Lola dans sa cage. Cette espèce de rondeur, ce côté ours comme ça, malicieux, mais on sent s'il avance la patte, ça va être très dangereux. Alors pour situer la scène, il s'agit donc d'un homme politique dont un parent est le parfait sosie, et il va demander à ce sosie de prendre sa place pour échapper à un gang. Et nous allons voir la scène où un homme politique qui est en même temps le monsieur qui fait les discours de Serrault, et qui est joué par Poiret bien entendu, va tenter d'obtenir l'accord de ce ringard qui est le sosie parfait de l'homme politique. Il restait une expérience que vous étiez trop gourmande de tout pour ne pas tenter, c'est le théâtre. Et vous y arrivez dans la quarantaine. Vous attendez le temps qu'il faut. Et... Ça, oui, mon premier rôle, je l'ai joué à 40 ans, effectivement. J'ai fêté mes 40 ans à Nanterre, aux Amandiers, sur le plateau de la Comtesse Sanglante, Hergébet Báthory, qui était ma première pièce. Et ensuite, une pièce de copie. Oui, à Paris, la Tour de la Défense, et puis maintenant, Désiré. Désiré, de Sacha Guitry, mis en scène et joué également par Brialy. Voilà. Et le problème du trac, par exemple. Le problème du trac, il est là, il existe tous les soirs. Ça, il y a un moment avant que le rideau se lève, où c'est un peu... J'ai jamais sauté en parachute, hein, mais je pense que ça doit être un peu ça, quand on est encore dans l'avion et que, paf, on se lance dans le vide. Ce passage-là, après, bon, le parachute s'ouvre, enfin, en général, il vaut mieux, comme l'acteur ne tombe pas dans la fosse. Hein. Après, c'est à une autre dimension, mais il y a ce petit moment comme ça, où on est encore là, il y a le rideau, on entend les gens, on regarde, il y a la partenaire qui peut vous dire que son chien, ou n'importe quoi, une chose tout à fait banale, et puis après, ça passe. Ça, c'est un grand moment. Dans Désiré, vous reprenez le rôle créé au cinéma par Arletty. Au cinéma par Arletty, c'est ça, le rôle de la femme de chambre, Madeleine Crapichot.
Et vous allez encore le jouer pendant de longs mois, j'imagine. On va le jouer là jusqu'au 9 mai, et puis nous allons le reprendre à la rentrée au Théâtre Édouard VII. Un gros succès, on peut même espérer que vous viendrez en Belgique nous le présenter. J'aimerais beaucoup, oui, oui, il en est question. Et alors c'est aussi avec Jean-Claude Brialy que vous avez tourné le dernier film que nous ayons vu de Bernadette Lafont, c'est un dernier, c'est Un bon petit diable. Oui. Alors là, Brialy, qui avait déjà adapté Les Malheurs de Sophie, continue à fricoter avec la comtesse de Ségur. Oui, fricoter avec la comtesse de Ségur. Comme réalisateur, est-ce qu'il est aussi dur au cinéma qu'au théâtre? Car je crois qu'au théâtre, il est assez sévère avec ses comédiens. C'est-à-dire que moi, il me ravit parce qu'il joue. Ce qui est le plus formidable, c'est de voir Jean-Claude Brialy qui joue le rôle, l'acteur, donc il joue le rôle du metteur en scène. C'est quand même ça qui est formidable, parce qu'il arrive, il a tout l'habillement du metteur en scène. Quand il pleut, il a la casquette, il a les bottes, il fait plus metteur en scène que nature. Et il en a d'ailleurs l'autorité, ça absolument, parce qu'il faut une certaine autorité, parce que le metteur en scène, c'est quand même un petit peu le commandant d'un navire, c'est lui qui donne l'humeur, le ton. Donc, comme il a le goût du pouvoir et qu'il a une véritable autorité, donc il est tout à fait crédible. Et le voir, quand on arrive sur un plateau, même si on ne le connaît pas comme acteur, on a compris tout de suite qui était le metteur en scène. Alors que quelquefois, vous avez des metteurs en scène qui sont là, qui n'osent pas dire moteur coupé. Moi, j'en ai connu comme ça. Je disais, mais si tu veux bien, parler comme ça, ils s'étaient intimidés. Il faut dire moteur, parce que si tu me dis pas moteur ou partez, moi, je peux pas partir. Des gens intimidés comme ça. Alors lui, pour ça, il est impeccable. Bernadette Lafont, vous avez vraiment mené cette saison-ci toute une série d'activités de front, puisqu'on vous a vu au théâtre, on vous a vu à la télévision dans une très jolie dramatique, Malheurs de Malou. Oui, j'aime beaucoup ces téléfilms de Jeanne Barbillon. Nous avons beaucoup aimé aussi, et puis aussi 3 films en une année, c'est-à-dire on a vu Un bon petit diable et Gwendoline, 2 mots de Canicule, puisque nous n'avons pas d'extrait malheureusement. Ah oui, Canicule, c'est encore une composition, là... Oui, c'est une nymphomane effrayante. C'est une infirme, elle est boiteuse. Oui, je parle de ça parce que c'était difficile à trouver exactement enfin, comment on allait faire pour trouver cette démarche d'infirme. Moi, j'ai pas voulu d'appareil parce que j'avais pas beaucoup de temps pour ça. Et donc, j'ai pensé à une fille de campagne que j'avais connue, qui était un personnage absolument effrayant, qui vivait avec sa mère dans un village abandonné. Sa mère avait déjà un énorme goitre et elle vivait pratiquement toujours nue, avec une hache à la main, parce que ce qu'elle aimait, c'était couper des petits arbres. Et elle riait toujours, elle avait une espèce de rire infernal, et puis une coxalgie, elle traînait la patte comme ça. Et alors, il y a Lee Marvin que vous avez pu côtoyer grâce à ce film, et qui est quand même un des grands d'Hollywood. Oui, absolument. Moi, j'étais tout à fait impressionnée de tourner avec lui, parce que je me souvenais de L'équipe est sauvage, des 12 salopards, enfin... Oui, de John Ford également. Toute la mythologie hollywoodienne était là avec lui. Oui. Dalio nous en avait beaucoup parlé, et notamment de ses crises de boisson. C'est un peu calmé de ce côté-là. Ben, là, il était très sobre, jusqu'aux 3 derniers jours de tournage, où il s'est laissé un petit peu aller à la fin. Mais sans ça, il était tout à fait comme nous aujourd'hui, hein, mon cher René. Ah oui, de l'eau, rien que de l'eau, voilà. Eh bien, plutôt que de parler de vos projets, je vais reprendre une dernière fois une phrase de votre livre qui me paraît très jolie. « Je continuerai ma route avec des créateurs tout neufs et nous fabriquerons des rubans d'images dont la première qualité sera la folie vraie. » C'est quoi pour vous la folie vraie? Disons l'authenticité. Simplement le véritable univers, non pas essayer de faire des choses au goût du jour ou parce que c'est à la mode ou contre la mode, mais essayer comme ça d'être l'interprète des univers des metteurs en scène. C'est ça qui est quand même intéressant, hein. Sans jamais, j'insiste beaucoup là-dessus, identifier en rien avec les personnages. D'accord. Eh bien, je crois que Bernadette Lafont nous réservera encore de grandes joies dans les années à venir. Merci en tout cas de cet entretien que vous avez eu la gentillesse de nous accorder. Et alors, plutôt que de passer comme d'habitude le générique final, nous aurons cette fois-ci, comme un gag, si vous voulez, la chanson parodique d'un film qui finalement vous résume et vous définit très bien, Une belle fille comme moi. Merci encore. Au revoir.